Bonjour, je m'appelle Fred Savard et je vous souhaite la bienvenue à un 5e épisode de la balado. On a fait nos recherches. Aujourd'hui, on s'en va à Sherbrooke. On s'en va au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire avec, entre autres, le Dr André Carpentier, qui est le directeur du centre. Ça a été mon guide pendant cet épisode qui sera en 2 parties. C'est vraiment costaud, là, ce que je vous propose. Dans un premier temps, on va parler à des chercheurs et des chercheuses qui sont aussi des cliniciens, donc qui vont nous parler de leurs travaux et des applications dans différents traitements, entre autres en pneumologie, en neurochirurgie. On va parler aussi de médecine nucléaire parce que c'est vraiment intéressant. À l'Université de Sherbrooke, il se fait des choses assez uniques au monde en médecine nucléaire. On va parler aussi d'épidémiologie. Et en deuxième partie, toujours avec le docteur André Carpentier, là, on va explorer une autre facette vraiment intéressante de la recherche, les partenariats entre les patients et les patientes et les chercheurs. J'avais déjà entendu parler du concept, j'avais jamais approfondi et j'ai vraiment été complètement jeté à terre par cette démarche-là et ce que fait la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, qui sont des pionniers, en fait, dans cette branche de la recherche en médecine. Alors voilà, on commence tout de suite, donc, avec cette première partie. Bonne écoute. Stéphanie McMahon? Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Parlez-nous de vous. Oui, donc moi, je suis directrice de la coordination de la mission universitaire au CIUS de l'Estrichus. Oui, on est à Sherbrooke, il faut le dire, on est à Sherbrooke. Bien sûr, oui. Donc au sein du CIUS de l'Estrichus. Oui. Tout à fait, donc dans laquelle on a une mission universitaire assez forte, oui. et notamment la recherche avec le centre de recherche du CIUS voilà. pour lequel on est là aujourd'hui. Voilà. André Carpentier? Oui, je suis le directeur scientifique du Centre de recherche du CHU. Je suis endocrinologue de formation, je suis médecin. Oui. Chercheur aussi à mes heures, puis professeur. Professeur violon d'Inde, ouais, c'est ça. Occupation rigolote. C'est ça, à mes heures. À mes heures. Puis professeur à la faculté de médecine et des sciences de santé. Annie Morin? Bonjour, ça fait Bonjour. plaisir. Adjointe au directeur scientifique au Centre de recherche du CHU, gestionnaire par le fait même dans l'établissement au CIUS de l'Estrichus. Donc, accompagnée aujourd'hui de mes 2 patrons, Stéphanie et Dr Carpentier. Voilà. Là, on s'est préparé, puis pas tant, André, pour cet épisode-là, parce que je voulais garder une fraîcheur. Mais je suis content d'être à Sherbrooke, parce que j'ai comme l'impression que au Québec, on a une perception que la recherche se fait beaucoup dans les grands centres, Montréal, l'Université de Montréal, McGill, peut-être à Québec, à l'Université Laval, et que dans le reste de la province, on le sait qu'il y a des universités, mais on a l'impression que c'est des régions. Non, c'est pas une bonne perception parce que c'est beaucoup plus intégré que ça, la recherche dans la trame dans de notre réseau québécois. Là, et canadien? Et canadien aussi, là, parce qu'il y a quand même des gros centres dans des petites villes. Ouais. Puis aux États-Unis aussi, c'est la même chose. Hein? Les grands centres comme Yale, par exemple, c'est pas une si grosse ville. Ouais. Puis donc, il y a beaucoup de pôles d'excellence comme ça qui sont situés à des endroits dont on ne pourrait pas se douter. Tout à fait. Je me rappelle, à un moment donné, on était en train de visiter le cyclotron en bas avec des Californiens, des gens de compagnies là, internationales, puis ils se revirent et disent on pensait que c'était juste à Stanford des affaires de même. Ouais. Donc, c'est quoi le cyclotron? Le cyclotron, c'est ce qui produit les isotopes radioactifs pour les diagnostics de cancer, puis d'autres choses qu'on va parler tout à l'heure. C'est pas un festival de vélo, là. Non. ça pourrait, oui, c'est ça, un cyclotron. Moi, je suis pas dans la recherche. Je me dis, un cyclotron, il y a une piste cyclable à l'intérieur, ils font des tests. Ça sonne ça, effectivement. Mais là, vous semblez dire que Sherbrooke, il se passe quelque chose ici, là. Absolument. Je pense que des fois, dans les petits milieux, ça nous permet, je pense, une intégration encore plus grande qu'ailleurs. Si vous êtes arrivé sur le site ce matin, Je me suis trompé de site. Voilà. Mais sur ce campus-ci, puis vous retrouvez à la fois la faculté de médecine, le centre de recherche, le CHU, on a mais ça, c'est possible à Montréal, ça? C'est pas aussi intégré. Vous allez avoir un CHUM et un CRCHU, mais il n'y a pas d'autres tentacules. La fac de médecine n'est pas intégrée. On va avoir un CUSUM aussi. Oui, un CUSUM, mais c'est pas associé de la même façon. On a un pavillon de recherche appliquée sur le cancer. Il y a le pavillon en pharmaco. Ouais. On a des petites industries aussi, des spin-offs. Donc, le territoire se montre
différemment, puis il est réfléchi aussi de cette façon-là. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans les rares milieux. Nous, on s'assoit aux 6 semaines, je pense, André, corrige-moi, avec les recteurs, vice-recteurs de l'université ici, PDG et nous, puis on a un regard concerté sur le développement. De faire ça. Je pense que oui. Donc, développement concerté de la recherche, oui, dans la pratique de la recherche, sur la planification stratégique, mais l'utilisation des espaces, la complémentarité des équipements, des ressources. Est-ce que l'environnement, le fait d'être pas dans un grand centre, sur le plan de l'attraction, parce que j'imagine qu'il y a un défi d'attirer du monde, d'attirer des talents, est-ce que c'est un plus aussi? Je pense qu'il y a des plus. On dit, c'est jamais tranché. Non, c'est jamais. Parce que je pense que le grand défi, c'est de connaître puis d'être effectivement dans l'espace médiatique général, je pense, puis d'exister effectivement dans le regard du public. Mais les gens qui connaissent bien la région puis qui ont eu l'occasion de visiter, moi, quand j'ai décidé d'aller en médecine, moi, je considérais aller à Montréal, puis quand j'ai visité la faculté ici, j'ai changé d'idée, puis je suis venu ici. Ouais. Donc, mais je pense que c'est une question de proximité, de connaissance, de se faire connaître. Puis, juste pour revenir à l'historique, puis le développement, ici, le développement de la faculté de médecine puis de l'hôpital s'est fait parallèlement, là, en même temps. Okay. Puis tous les fondateurs ou plusieurs des fondateurs venaient d'endroits comme la Mayo Clinique, puis ont importé des systèmes universitaires intégrés. Ouais. Où les institutions de savoir et les hôpitaux se développaient main dans la main, là, avec incluant un système de rémunération des médecins qui était approprié pour cet environnement-là académique. Là. Donc, c'est ce qu'on a fait ici, là, qui est assez unique quand même là, dans notre écosystème. Donc, ça, je pense, c'est des outils puis un développement, je pense, organique de notre organisation qui nous a beaucoup aidé à faire cette intégration-là dont Stéphanie parlait. Et là, on va parler de la place de la recherche dans le système de santé qui peut-être semble, pour les gens qui ne se plongent pas, semble aller de soi, mais j'imagine que c'est plus complexe que ça. En fait, les gens ne réalisent pas toutes les infrastructures comme les centres de recherche, comme le centre de recherche du CHU, c'est à l'intérieur de l'hôpital. Hein? C'est une entité hospitalière. Puis c'est vrai aussi dans d'autres centres universitaires à Québec et à Montréal. Puis il y a tout un écosystème qui tourne autour de ça. Puis même puis je regarde mes deux collègues, là, les deux sont formés en recherche. Là, donc, ils ont eu des formations en recherche. Puis oui, d'abord et avant tout. Puis finalement, ils sont des gestionnaire dans le CIUS. Puis, donc, il y a beaucoup de ces interactions-là. Puis cette empreinte de la recherche dans notre réseau qu'on gagne à connaître. Ça veut dire qu'on peut, à l'aide de la recherche, participer directement aux soins des patients. Par toutes sortes de manières. Mais ça va pas de soi, ça? Oui, mais c'est pas toujours évident de le réaliser, même à l'intérieur même du système, parce que les gens, des fois, évoluent dans un système comme soignant ou comme gestionnaire, puis tout le monde n'est pas nécessairement parfaitement au courant de tout l'impact. Je vais vous donner un exemple très précis. Okay? Ici, on a un IRM 3 Tesla, c'est un IRM avancé. Donc, c'est un scanner pour faire des diagnostics. Puis c'est un IRM qui a été acquise ici, dans le centre de recherche, pour la recherche, mais qui sert aussi à des diagnostics cliniques. Bon, il y a une partie de l'utilisation de l'appareil qu'on a pu dédier, par exemple, pour des diagnostics chez les enfants qui ont besoin d'IRM. On fait ça ici dans notre site. Mais cet appareil-là ne serait pas en place si ça n'avait pas été de la recherche. Je donne un exemple comme ça. Donc, ça décuple un peu notre capacité, mais pas juste ça, ça nous donne parfois accès, et bien souvent, en fait, accès à des technologies qui ne seraient pas nécessairement dans le système si ce n'était pas de la recherche. Donc, par exemple? Il y a des diagnostics plus avancés. Par exemple, là, on va rehausser l'IRM, puis on va pouvoir faire des examens sans sédation pour plein d'enfants. Donc, des examens actuellement qui ne sont pas possibles sans sédation vont être possibles grâce aux avancées technologiques qu'on va pouvoir intégrer dans le nouveau système pour la recherche.
Ça, c'est juste un petit exemple, là, mais il y en a des centaines d'exemples là, qu'on va pouvoir... Ça vaut pour ça vaut pour la technologie, mais ça vaut aussi pour des nouveaux traitements. Traitements en oncologie, par exemple, nos participants de recherche qui suivent un traitement expérimental, l'avancée des connaissances dans ce domaine-là est tout aussi louable là, que des avancées technologiques. C'est souvent la seule option thérapeutique qui reste. Puis on a des petits miracles parce que vous avez peut-être entendu parler de l'immunothérapie. Il n'y a pas si longtemps, l'immunothérapie, c'était expérimental. Puis il y a des gens qui rentrent en rémission de leur cancer. Là. Moi, j'ai vu des gens avec des mélanomes avancés là, qui sont en rémission de ces cancers-là. Il n'y avait pas d'espoir avant. Puis là, maintenant, c'est intégré dans la pratique, mais à chaque année, à chaque mois, pratiquement, il y a des nouvelles avancées comme ça, puis les gens peuvent en bénéficier directement. Habituellement, ça ne marche pas tout le temps comme on l'escompte, parce que c'est ça la recherche. Oui, bien sûr. Mais il reste que rendu à ces étapes-là de développement clinique, il y a une grande probabilité qu'il y a des bénéfices. Ouais. Stéphanie? Bien, la recherche aussi assure une prise en charge des patients en soi. Donc, on le sait aussi, les patients sous protocole de recherche se comportent et se portent généralement mieux que des patients dans une trajectoire normale de soins. Parce qu'ils savent qu'ils sont entourés de chercheurs? Ou c'est parce que le fait d'être dans une unité de recherche fait que les soins sont... Je pense que c'est multifactoriel. Okay. Il y a certainement l'effet de se savoir entouré, mais aussi la rigueur du suivi, du protocole, de l'accès à des ressources quand tu es sous protocole de recherche. Donc, il y a une prise en charge réelle d'un nombre important de patients par année qui passent par le centre de recherche. Puis pour les patients, ils arrivent à une porte juste à côté de la porte principale de l'hôpital. Des fois, ils ne font même pas la distinction. Ils sont au CHU. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des tensions? En fait, est-ce qu'il y a des hôpitaux qui aimeraient... qui n'ont pas accès à la recherche? C'est pas tellement ça. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. L'enjeu, c'est l'allocation des ressources. Hein, puis c'est la capacité, l'allocation du temps des professionnels, des ressources techniques, de la capacité aussi. Ça prend du temps puis de l'expertise à développer ça aussi. Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui va dédier une partie significative de leur temps pour développer ces projets-là ou appliquer ces projets-là à l'intérieur des milieux. Ça prend une certaine organisation. Fait que je dirais pas que les gens se battent pour faire ça dans le système. C'est même le contraire. Je pense qu'il faut un peu parfois imposer un peu notre présence. Ça va pas de soi. Ça ne va pas nécessairement de soi. Dans ça le milieu universitaire, davantage. Plus. Oui, dans le milieu universitaire, oui, mais ça devrait aller plus de soi parce qu'en fait, idéalement, c'est un modèle d'intégration qui peut viser beaucoup plus large qu'on l'a actuellement. Je pense qu'il y a moyen d'intégrer davantage. C'est peut-être aussi une notion de finalité aussi, c'est-à-dire que dans le réseau de la santé, mes collègues gestionnaires qui gèrent les aspects cliniques ont des finalités là, de liste d'attente, de pression financière ou autre. Et, tu sais, la recherche en a une toute autre, là. Donc, c'est comment concilier ou dire, bien, si je concède des ressources à faire de la recherche, je ne suis pas en train de baisser ma liste d'attente. Puis moi, le ministre de la Santé a son tableau de bord qui regarde. Puis si mes urgences débordent, je vais avoir... Donc, je pense que c'est un travail de tous les instants. Ça fait partie de mon travail au quotidien de concilier ça, puis qu'on puisse voir. Je pense qu'après ça, il faut démontrer les bénéfices, puis l'avantage d'être dans un milieu universitaire pour allier les gens autour de la cause. Mais est-ce que la recherche peut aider à enlever la pression dans un réseau de la santé sous pression? Moi, je suis convaincu que oui. Je suis convaincu que oui, puis on a des exemples aussi. Je donnais l'exemple de l'IRM tantôt qui, quand même, offre une certaine capacité. Pour les enfants de l'Estrie ici, de Sherbrooke, on n'a pas, les parents n'ont pas à les emmener à Montréal pour avoir cet examen-là. À certains égards, il y a des examens qu'on fait ici qui ne sont pas faits ailleurs. Donc, pendant longtemps, les études en TEP-scan, par exemple, qui est une autre sorte de scanner, ça faisait ici puis on drainait une bonne partie du Canada. Donc, mais lorsqu'on intègre ces technologies-là, c'est sûr qu'on développe des capacités nouvelles, puis on réduit de la pression sur certains utilisateurs, mais aussi sur les listes d'attente à certains égards. On parlait au début de l'IRM, cet appareil-là. Donc, vous avez réussi à développer des traitements qui nécessitaient une sédation, c'est-à-dire qu'il fallait endormir les enfants avant? Bien, en fait, c'est actuellement le cas, mais avec les nouvelles technologies,
même si l'enfant bouge, parce que l'idée ici, c'est que l'enfant ne doit pas bouger durant l'examen. Donc, il y a des nouvelles méthodes maintenant qui nous permettent de tolérer une certaine quantité de mouvement. Bon, j'aimerais savoir des exemples, moi, de cliniques innovantes qui, j'imagine, ont germé de vos travaux de recherche. En fait, je peux en nommer quelques-unes. Il y a la clinique pour le traitement et la prise en charge de l'obésité qui date déjà de 2001. Moi, quand je suis arrivé comme nouveau patron ici, là, elle commençait. Là. Okay. C'est ma collègue Marie-France Langlois qui avait lancé ça. Puis là, j'ai rapidement intégré ça. Puis c'était une clinique qui intégrait des soins qu'on ne donnait pas à l'époque dans nos milieux. C'était dans les milieux privés. Là, la gestion des bonnes habitudes de vie, puis la gestion du surpoids pour les gens qui souffrent de complications de ça. Puis on l'a intégré. Donc, il y a 25 ans, c'est les cliniques privées qui étaient en avance. En avance, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais... C'était pas intégré dans les milieux de soins. Okay. Puis l'hôpital, à un moment donné, on leur a fait réaliser que 70% des hospitalisations étaient dues à des complications qui étaient reliées de près ou de loin à l'obésité. Donc là, les gens ont réalisé, c'est important quand même d'intégrer ça. Puis évidemment, il y a une grande demande, il y a une grande souffrance associée avec ces états-là. Fait que ça, c'est un exemple. L'autre exemple, plus récent, c'est la clinique Long COVID. Donc, que notre collègue Alain Piché a mis en place ici. Mais ça, c'est une clinique qui a été mise en place directement avec l'appui de la recherche. Donc, il y a des fonds de recherche qui ont aidé à structurer la clinique, puis qui l'ont soutenue, puis qui ont continué à la soutenir jusqu'à maintenant. Mais l'idée ici de la clinique Long COVID, dès le départ, c'était d'essayer de soulager la souffrance de ces pauvres gens-là, mais surtout d'accumuler des connaissances, puis de comprendre le phénomène, puis d'essayer de déterminer comment mieux prendre en charge ces gens-là. Est-ce qu'on peut présumer qu'il va en avoir d'autres pandémies? Là? Je veux pas... Aussi. Il va en avoir d'autres. Oui, je sais. Puis je dirais, dans une approche multidisciplinaire, c'est l'avantage d'un milieu comme ici, c'est que les disciplines sont diverses. On n'est pas dans une clinique privée qui travaille avec un certain lot de professionnels. Donc, les ergos, les physios, les kinésios, la nutrition. Donc, on peut aussi tenter de trouver différentes voies alternatives. Là, c'est un milieu riche. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Je vois prélèvement en grossesse. Oui, c'est ça. Mes collègues ici, les endocrinologues au départ, puis avec les gynéco-obstétriciens, on s'intéressait aux maladies métaboliques en grossesse, comme le diabète gestationnel, par exemple. Puis, on n'avait pas d'endroit... Ce qu'on appelle le diabète de grossesse. Le diabète de grossesse, oui, exactement. C'est bon rôle, de ramener les termes. Non, puis c'est parfait. Puis, on l'appelle souvent comme ça. Oui, j'imagine. Mais avec un micro, hein, là, à un moment donné, on se permet des grands mots, là. Mais il n'y avait pas d'endroit, avant le besoin pour la recherche, il n'y avait pas d'endroit unique pour faire les prélèvements, puis organiser le prélèvement. Puis pour la recherche, on a organisé ça. Puis en fait, ça sert à la clinique aussi, puis ça standardise les pratiques, puis ça permet d'avoir une meilleure capacité de prise en charge. Donc, le but initial, c'était la recherche, mais en bout de ligne, ça a un impact. C'est ça. Ça a un impact. Ça a permis d'intégrer les nouvelles pratiques qui se greffaient dans le temps. Donc, la clarté nucale qui est arrivée en cours de route, qui devait se mettre ici, rentrait dans la trajectoire de la femme enceinte qui avait déjà un certain nombre d'examens, que c'était regroupé plutôt que fractionné dans différents services. Donc, on peut faire une pierre à plusieurs coups. Là, quand on organise mieux, bien évidemment, les nouvelles pratiques, effectivement, s'intègrent beaucoup mieux. Puis pour les patientes, c'est souvent... grandement apprécié parce que les gens connaissent le service, c'est bien organisé. J'imagine que la recherche en médecine n'est pas circonscrite seulement au traitement ou à découvrir des nouveaux appareils. Je dirais que mes collègues, c'est des exemples vivants de ça. Donc, ils ont été formés en recherche, mais finalement, c'est des gestionnaires de haut niveau dans notre réseau. Puis il y a beaucoup de gens qui sont formés en recherche, mais qui intègrent le réseau, pas nécessairement juste pour faire de la recherche, ou même parfois pas pour faire de la recherche, mais dont l'expertise venant de la recherche est mise à profit dans le système. Parce que c'est la recherche qui contribue aux soins. Puis moi-même, je dirais que ma formation de recherche comme médecin
me permet de mieux enseigner certaines choses auprès de mes collègues cliniciens. Ouais. Puis j'enseigne à des cliniciens qui vont peut-être jamais vraiment faire de la recherche formellement, mais ça m'aide dans cet enseignement-là aussi. Bien, je pense que la formation scientifique aide énormément à la compréhension des protocoles ou à l'idéation de nos chercheurs. Mais au-delà de ça, bien, on apprend un peu sur le tas en étant gestionnaire, mais l'établissement nous aide aussi là, en mettant des programmes de formation pour les nouveaux gestionnaires. Donc, mais juste pour qu'on comprenne bien, Annie Morin, votre parcours académique et de formation... Purement scientifique. OK. Oui. Baccalauréat en sciences biomédicales. Ensuite de ça, maîtrise en biologie cellulaire. Donc là, c'est la recherche plus fondamentale. Puis mon doctorat en recherche clinique. Okay. Donc, exploiter autant le volet fondamental de la recherche que le volet clinique. Et j'ajouterais aussi que mon projet de doctorat était réalisé avec un chercheur du Centre de recherche sur le vieillissement et en collaboration avec une co-direction clinique ici au Centre de recherche du CHU. Donc, j'ai connu les deux univers de recherche et ça amène une toute autre vision des protocoles de recherche puis d'intégration de ces connaissances-là au day-to-day dans mon travail. Là. Stéphanie? Sur mon parcours, moi? Bac aussi. Ça vous intéresse? Bac en biotechnologie, maîtrise doctorat en immunologie. Donc, vraiment, sciences fondamentales. Je suis partie en spin-off, une petite jeune pousse pendant un bout de temps. Puis on est venu me recruter au centre de recherche du CHUS. Donc, le spin-off, donc c'était au privé? Oui. Okay. Ensuite, je suis revenue. On est venu me recruter. J'ai décidé de revenir dans ma patrie. Donc, depuis, j'ai eu le rôle d'Annie pendant plusieurs années, puis avec la fusion, c'est créé une direction de la mission universitaire, etc. Bon, j'imagine que là, ça fait une vingtaine de minutes que tout est extraordinaire, puis on fait de la recherche, puis on l'intègre, puis là, j'imagine qu'il y a des défis. J'imagine qu'il y a des choses qui ont besoin encore d'être, soit, je ne sais pas, des sensibilités politiques, de la coordination entre les paliers, parce qu'on est dans une... Il y a toujours des défis, c'est sûr, dans notre système. S'il n'y avait pas de défis, on ne serait pas là. Oui, exactement. Mais des fois, c'est le fun qu'il y a des petites pauses de défis. Mais actuellement... Pas beaucoup. On sort d'une pandémie où je pense qu'on a eu des défis. Mais actuellement, le statut de la recherche sur le plan strictement administratif du réseau de la santé, c'est accessoire. C'est des activités qu'on considère accessoires. Donc, ça crée des distorsions, puis ça crée certains embûches dans la capacité, je dirais, d'intégrer. Qui considère ça accessoire? Ben, en fait, sans nommer des gens, là, mais... Non, c'est la charte comptable gouvernementale. Là, c'est la base, c'est une base financière, là, cette perception. Exactement. Donc, ça crée une certaine distorsion. C'est sûr que lorsqu'on... Mais ça change? Ben oui, ça change. Selon les systèmes gens en place? changer. Oui, c'est ça. On y travaille. Puis je pense que, pour parler de défis, ben, ce genre d'aberration structurelle-là, ben, c'est des choses auxquelles on doit s'attaquer. C'est certain que les ressources sont limitées tout le temps. Hein? C'est vrai pour la clinique, mais c'est vrai pour la recherche également. Il y a je dirais l'enjeu est un enjeu un peu de culture aussi, puis d'arrimage. Puis vous allez voir dans les propos de nos collègues qui vont suivre. Oui, parce que tantôt, on va entendre différents... Il y a beaucoup d'opportunités. Je dirais qu'il y a un manque d'opportunisme actuellement qu'on essaye de ramener, là, qu'on essaye de replacer parce que je pense que dans bien des cas, on peut faire une pierre à plusieurs coups en associant les ressources puis en faisant mieux travailler les gens. Puis, il y a des ressources qui sont... On est en train de parler d'agilité, là? Ben, il y a une certaine agilité qu'il faut acquérir. Ce mot... À la mode. Oui, c'est ça. Oui, donc il y a de ça un peu. Bien, je pense que oui.
Mais tu sais, comme je le nommais aussi tout à l'heure, les impératifs de chacun dans notre environnement ne convergent pas toujours. On a la chance d'avoir une planification stratégique où notre haute direction place la mission universitaire comme étant une des orientations. Stéphanie McMahon, ça veut dire quoi les impératifs dans un contexte universitaire ou même hospitalier? Ben, je vous le nommais, tu sais, j'ai des collègues pour qui ils ont des listes d'attente à respecter, des budgets, donc de venir concéder des ressources à la recherche. Des fois, on peut rentrer en compétition, on peut être vu comme étant en compétition avec leurs objectifs. Mais je pense qu'une sensibilisation, ça fait partie, je pense, de mon travail quasi quotidien pour l'ensemble, même des directions de soutien. Puis il y a des impératifs, il y a des objectifs de recherche aussi qui sont spécifiques à la recherche qui parfois vont être un petit peu antimoniques confrontants. Vis-à-vis. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir des équipements qui vont servir pour des soins immédiats, j'imagine aussi. Il faut convaincre. Ben c'est ça, ça prend une balance parce qu'on ne peut pas exclusivement focusser sur les soins quand on a des objectifs de recherche aussi. Ça amène des fois des impératifs de choix qui sont un peu différents. Fait que l'objectif, c'est essayer d'arrimer puis de prendre les meilleures intersections possibles pour en faire le maximum. Puis il y a cette perception pour les gens, mais tu sais que la recherche, c'est plus long, mais pour faire de la recherche, il faut avoir des protocoles, il faut être en mesure d'avoir des bonnes données, il faut avoir de la patience. Exactement. C'est long. Donc, on n'est pas dans ce système-là qui bouge, qu'on est en changement perpétuel après des fusions, des COVID, etc. Donc, on a quand même ce travail-là. Puis je dirais un autre défi, c'est vraiment l'intégration des connaissances. On en génère beaucoup. Il y a des données probantes, il y a beaucoup de choses, mais de vraiment arriver à les implanter puis qu'elles soient vraiment utilisées et utiles dans l'ensemble des activités. C'est un enjeu. Ben, Stéphanie McMahon, merci. Merci à vous. Annie Morin. Merci beaucoup. Puis André, nous, on va se retrouver avec d'autres personnes. Absolument. Pour entendre, pour voir comment tout ça fleurit et tout ça est incarné. Merci. Bon, alors on va immédiatement plonger dans le concret. André, on accueille un neurochirurgien. Je vais vous laisser vous présenter. Bien, enchanté. Moi, c'est Christian Yorio-Morin. Je suis neurochirurgien au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et puis je suis chercheur également là, au Centre de recherche du CHU et à l'Université de Sherbrooke. Alors, en neurochirurgie, là, on a un chercheur et un neurochirurgien. Comment ça se manifeste? Les maladies neurologiques, là, en 2024, ça a surpassé les maladies cardiovasculaires comme la cause numéro 1 de morbidité mondiale sur la planète. Là. Si vous pensez aux problèmes cognitifs, là, l'Alzheimer, le Parkinson's, mais aussi l'AVC, la sclérose en plaques, les traumas crâniens, les blessures de la moelle épinière, tous les symptômes que vous pouvez avoir dans la vie, là, de la douleur, de l'anxiété, une paralysie, ce sont toutes des manifestations de problèmes neurologiques à quelque part. Parce que votre perception du corps, là, puis votre perception de l'univers autour de vous, ben, ça vient de vos yeux, ça vient de vos oreilles, ça vient de vos sensations. Et ça, c'est neurologique. Donc, s'il y a quoi que ce soit dans le système nerveux qui ne fonctionne pas, ça va créer des symptômes. Et ça, là, c'est en train de devenir la plus grande cause de morbidité sur la planète. Est-ce qu'on le savait? On le voyait venir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne? Bien, c'est un peu prévisible. Au début du siècle, là, de quoi les gens mouraient? Les gens mouraient d'infection. On n'avait pas d'antibiotiques, on n'avait pas d'antiviraux. Les gens attrapaient une infection, ils mouraient à 20 ans, puis c'était la fin. Les scientifiques ont fait un travail phénoménal, ont amélioré ça, inventé les antibiotiques. Là, maintenant... Donc, on allongé la vie. Et là, on s'est ramassé avec des gens qui avaient des problèmes de cœur, des crises cardiaques, de l'hypertension, tout ça. Et là, on a découvert que l'activité physique, ça améliorait la vie, puis le diabète, ça pouvait se traiter. On a découvert l'insuline. Donc là, tranquillement, la communauté a réglé les problèmes cardiovasculaires, de sorte que là, on vit encore un peu plus longtemps. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé le cancer. Là, les gens arrivaient à 70, 75, 80 ans avec des cancers qui étaient dévastateurs, mais on a développé des chimiothérapies, de l'immunothérapie, des solutions. Et là, qu'est-ce qui arrive quand vous avez 95 ans, puis vous n'avez pas votre cancer, puis vous n'avez plus de problèmes cardiovasculaires? Vous avez bougé un peu. Vous avez des problèmes de mémoire, puis vous avez des problèmes neurologiques. Donc, on est rendu là. C'est un exemple de comment les connaissances ont avancé de manière incroyable.
Donc, vous avez travaillé sur quoi en tant que chercheur? Bien là, présentement, nous, notre focus, c'est le mouvement. Donc, ce qu'on essaie de faire au Centre de recherche du CHU, c'est un programme dans lequel on utilise des stimulateurs, là, donc des électrodes qu'on implante dans le cerveau ou dans la moelle épinière ou autour de la moelle épinière pour reprendre le contrôle et recréer des mouvements chez des gens qui sont paralysés, que ce soit à cause de la sclérose en plaques, d'une blessure médulaire ou d'un AVC. Là. Ouais. On détecte l'intention de bouger avec quelque chose. Là, ça peut être un téléphone cellulaire, ça peut être un gant haptique, une manette de jeu vidéo. On prend l'intention de bouger et on la transforme en signal électrique qu'on va ensuite injecter dans les nerfs, les muscles, la moelle épinière pour recréer un mouvement. Ça promet. Oui. OK, vous n'êtes pas rendu là. C'est en processus. Là. Fait que là, il y a une composante de ça à date qui fonctionne déjà chez les chats. Donc, on a un modèle animal dans lequel ces technologies-là sont montrées puis sont prouvées. Il y a quelques groupes, un groupe à Lausanne, puis quelques groupes aux États-Unis qui ont réussi à le prouver chez l'homme, là, que ça fonctionne chez l'humain. Et là, c'est ça qu'on est en train d'amener au Québec présentement. Prenons une blessure de la moelle épinière. Oui. Un paraplégique là, sur un accident d'auto. Oui. Le cerveau marche encore très bien, puis les muscles marchent encore très bien. Le problème, c'est que le message se rend plus. C'est déconnecté. Alors, si on est capable de faire le pont à cet élément-là et de renvoyer le message, on est capable de rétablir la fonction. Ça a l'air de la science-fiction, là, mais il y a une convergence de technologies maintenant, là, 2025, qui rend ça possible. Tu sais, qu'on pense à le développement des processeurs, le développement de l'intelligence artificielle, le développement des techniques qu'on a pour entraîner tous ces algorithmes-là. Ce sont toutes des choses qui, même il y a 5 ans, c'était difficile. Tu sais. Et là, on a une convergence technologique qui rend ça possible. Ça fait longtemps que le concept est là. Mais de vraiment le voir s'opérer, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir. La recherche savait qu'il y avait moyen de rétablir ces connexions-là, mais la technologie ne permettait pas des dispositifs, par exemple? Ah oui, il y a des électrodes à fabriquer, il y a des puces électroniques à monter, du code à faire, mais on a tout. On a tout maintenant pour le faire. Là où on a un gros travail à faire en tant que groupe, puis que société au Canada, c'est... Est-ce qu'on regarde ces technologies-là se développer, là, puis on reste sur le bord de la rue, on regarde le train passer, puis on gère avec qu'est-ce qui va sortir, qui sera développé par des compagnies ou des gens très fortunés, ou est-ce que, au contraire, on s'implique dans la technologie? On devient partie prenante, on la développe nous-mêmes, chez nous, au Québec, au Canada, et en devenant des développeurs de la technologie, bien là, on est capable de l'influencer. S'assurer que ces systèmes-là, bien, ils vont être sécuritaires, ils vont respecter les principes de vie privée, ils vont respecter les principes d'éthique. C'est pas évident, ça, quand on se fie à n'importe quelle compagnie qui est dans d'autres pays ou qui a peut-être n'importe quelle compagnie, on peut le dire maintenant, n'importe quelle compagnie. Bien, c'est sûr, parce que le but, c'est quoi? Pour ta compagnie, là, le but, c'est de réussir à créer un système qui va t'amener plus loin. Mais souvent, pour réussir à faire ça, ça passe par des concepts de rentabilité, puis ça nécessite forcément de faire des choix. Et les données sont une mine d'or pour ce capitalisme-là algorithmique. Alors, je pense que ça touche aussi la recherche tout à fait. Tout à fait. Puis, la meilleure manière de s'assurer qu'on va être capable de garder la tête froide là-dedans, puis de s'assurer qu'on fait ça pour le bien commun, puis pour le bénéfice de la société, c'est en s'assurant que la société contribue au projet. Puis ça se fait en... Donc, les fonds publics. Donc, les fonds publics qui investissent dans la recherche, pas de toute l'affaire. C'est pas le rôle du gouvernement là, de financer le développement d'un dispositif, mais on doit être impliqué au moins dans le développement de certaines technologies clés, que ce soit l'algorithme général ou la plateforme ou la manière d'intégrer les différents dispositifs. Ça peut être des normes, ça peut être, tu sais, le port sur votre téléphone là, que quelqu'un à un moment donné a dit, regarde, ça va faire que chaque cellulaire a un port différent. On veut un standard commun où est-ce que tout le monde va pouvoir se parler. Oui, tout à fait. T'sais? Donc, c'est un peu via cette approche-là qu'on a un rôle clé, un rôle clé à jouer. Et puis, ensuite, de le tester. Parce qu'une fois que ces éléments-là existent, il faut les tester chez l'humain. Puis ça ne se fera pas dans une compagnie. Et puis, il faut s'assurer aussi que nos systèmes publics participent. Donc, nos hôpitaux publics aussi participent. Nos infrastructures publiques participent. Puis ça, il y a des défis à Est-ce que vous sentez qu'il y a une sensibilité au-delà du discours
souvent politique, où on est content d'avoir de l'innovation. Sur le terrain, est-ce qu'on sent... Ben, le problème, c'est les priorités, hein, les priorisations. Puis c'est sûr que le système est sous pression pour délivrer des soins. Pour toutes sortes de raisons qu'on n'abordera pas ici, mais il y a des choix politiques toujours, à toutes les étapes. Mais il faut garder un espace, je pense, pour l'innovation, puis le développement de la recherche à l'intérieur de nos infrastructures publiques, incluant de soins. Puis je pense que c'est absolument important, particulièrement pour le développement de ces approches innovantes-là, que ça ne soit pas juste dans des laboratoires, sur des animaux, ou même dans des enceintes 100% recherche. Est-ce que c'est vraiment préférable? Je pense que ça amène l'argument aussi que Christian amenait, c'est que ça prend une partie, faut être partie prenante du développement et de l'innovation à l'intérieur même de nos systèmes, parce qu'il y a tout l'aspect transfert de connaissances. C'est bien beau de développer les technologies, mais qui va les appliquer? Qui va faire les traitements? Quelles équipes? Puis là, c'est pas juste Christian comme neurochirurgien, c'est des équipes de soins, des infirmières et d'autres professionnels aussi qui doivent être exposés à cette innovation-là et à cette capacité-là. Fait qu'imaginez le défi que ça donne, parce que là, on a des listes opératoires au Québec là, éternelles. Mais là, moi, ce que je suis en train de vous dire, puis que Dr Carpentier vous dit, c'est qu'il va falloir qu'on teste ces systèmes-là, qu'on prenne des gens qui n'ont pas besoin de chirurgie, on les amène au bloc opératoire, on prend la place de quelqu'un qui aurait besoin de sa prothèse de hanche ou peu importe, mais on se dit, écoute, on ne peut pas attendre qu'il n'y ait plus de liste opératoire avant de commencer ça n'arrivera jamais. Donc, il va falloir qu'on s'entende sur est-ce que c'est 0,1% de nos salles qu'on permet de faire pour de la chirurgie expérimentale? Est-ce que c'est 1%? C'est quoi? Mais il va falloir qu'on se dise, écoute, nous, là, en tant que société, on considère que il faut passer la liste d'attente, mais la recherche doit quand même avoir lieu, puis il faut qu'on se réserve un petit peu de capacité pour ça. Là, moi, je vous parle des gens là, que présentement, la science n'a pas de solution et il n'y en a pas de chirurgie pour eux. Non, c'est ça. Et là, on prend des gens qui n'ont pas besoin de chirurgie selon les connaissances, on les amène et on invente une nouvelle chirurgie pour eux. On peut penser, là, des gens qui ont, par exemple, l'Alzheimer, là, puis qu'on veut développer, mettons, un nouveau système pour améliorer les fonctions cognitives en implantant une électrode. Présentement, les gens qui ont l'Alzheimer, là, ils n'ont pas besoin de chirurgie. Là. Ça ne fait pas partie des choses qui sont utiles pour eux. Mais là, ça prend quelqu'un de plus. C'est pas des cobayes volontaires. C'est qu'on doit parfois éprouver des nouvelles techniques ou technologies sur des gens qui en ont besoin, mais qui ne sont pas sur les listes. Exactement, parce qu'ils n'ont pas d'indication chirurgicale. Évidemment, c'est des cobayes volontaires, entre guillemets, au sens où c'est des gens qu'on s'entend. On s'entend. Là. Puis je pense que, comme on l'a mentionné au départ, il y a moyen, je pense, de canaliser certaines ressources supplémentaires par la recherche pour aider à atteindre ces objectifs-là. Simon Couillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes pneumologue? Oui. C'est que moi, je fais de l'asthme. Ah, c'est vrai? Bon, de l'asthme allergique. Mais j'étais curieux parce qu'on est dans l'innovation dans cet épisode-là pour montrer que la recherche, elle est appliquée en pneumologie. Comment ça s'incarne ici? La recherche au CHU en pneumologie, je pense, je regarde le professeur Carpentier, là, je pense une force vive du CHU en pneumologie, en recherche. Depuis les années 60, on a toujours eu un grand laboratoire. On a maintenant une chaire de recherche avec l'Université de Sherbrooke au sujet les maladies des voies aériennes, dont je suis titulaire, la chaire de recherche de l'Association pulmonaire du Québec. On a maintenant une bourse André Quentin en études en santé respiratoire. Donc, avec la philanthropie, avec notre setup, comme on dit en bon québécois, on est une force que les gens pensent à nous quand ils pensent à la recherche en pneumo. Donc, en fait, c'est intéressant parce que l'asthme, c'est encore une maladie qui est définie selon la physiologie respiratoire. Sans être trop compliqué, on regarde les tests de souffle. Si c'est faible et ça varie dans le temps, on dit que c'est de l'asthme. Or, dans les dernières années, comme professeur Carpentier sait, on a établi que ce qui alimente la maladie asthmatique, c'est l'inflammation. C'est les bronches qui ont de l'inflammation, qui sécrètent du mucus. C'est ça qui cause les crises d'asthme. Et c'est ça qu'on traite maintenant à merveille avec des biologiques et des médicaments comme les corticostéroïdes. Donc, le projet, c'était simplement d'améliorer la procédure diagnostique en asthme tout en impliquant des paramètres inflammatoires. Puis la plus-value pour l'application clinique, c'est qu'on a 1300 tests en attente au niveau diagnostic à Sherbrooke.
pour diagnostiquer Ça veut l'asthme. dire quoi, ça, 1300 tests en attente? Ça veut dire, chaque test, c'est 1 heure de temps. Ah ouais. Donc, 1300 tests, si vous figurez qu'on fait environ une pleine journée de tests par semaine, là, c'est comme insolvable comme retard. Ouais. C'est à cause de la pandémie, mais c'est aussi à cause de nous-mêmes. On repose sur les mêmes tests de physiologie depuis les années Qui 1960. sont pas, je ne veux pas abuser du terme, là, mais qui empêchent l'agilité? En fait, tu l'as dit. Ah ouais, Non, mais bon. les tests existants, donc, sont... Ils sont diagnostiques, mais ils nous donnent rien, aucune information au niveau mécanistique, au niveau pronostic, c'est-à-dire le risque de crise d'asthme, et ni à la susceptibilité au traitement. OK. Donc, on pense, sans rentrer dans les détails, que On peut un petit peu rentrer. on veut implanter des méthodes de mesure de l'inflammation Oui. par un petit test dans l'air expiré, très facile à faire, indolore, pas compliqué, c'est fait par les médecins de famille. Ce test-là, le résultat nous informe sur le risque de crise d'asthme, mais aussi sur la susceptibilité de répondre aux traitements anti-inflammatoires. Ouais. Donc, c'est nono, vous direz, parce qu'en plus, c'est déjà fait en Europe et en Angleterre, mais on a des très bonnes institutions au Québec qui veulent être certains que tout est bien fait dans la bonne ordre des choses. Écoutez, donc, il faut des évidences. La recherche, c'est ça aussi, c'est d'actualiser les traitements et s'assurer qu'ils vont être plus efficaces que ce qu'on pensait il y a peut-être 10 ans. Exact. Donc, la recherche que ça permet, ça va nous ajouter des ressources pour vider la liste d'attente. Oui. Ça va nous permettre d'être plus à jour, comme vous dites. Oui. Peut-être d'être plus efficace au terme du coût monétaire. Puis aussi de mettre Sherbrooke comme un des centres qui a la plus grosse cohorte en diagnostic en asthme, je pense. Pas la plus grosse au monde, mais une des grosses au monde. Donc, les gens, comme Dr Carpentier pourrait témoigner, c'est un projet levier que les gens, après ça, vont venir nous voir pour accéder à nos cohortes puis accéder à nos résultats. C'est intéressant ce que Dr Couillard amène parce que c'est vraiment un bel exemple de la recherche fondamentale puis des nouveaux tests diagnostiques qui ne sont pas appliqués à ce moment-ci dans l'organisation des soins, qui amènent une réorganisation potentielle puis une amélioration potentielle de la trajectoire de soins de ces patients-là. Puis incluant aussi une simplification à quelque part ou une augmentation de la capacité des médecins de première ligne à prendre en charge intelligemment ces patients-là. Pour pas que ce soit toujours référé en pneumo. Oui, absolument, parce que le pire qui peut arriver à un praticien, c'est que il faut faire un test pour faire le diagnostic, puis on n'a pas accès au test. Donc, pendant ce temps-là, on piétine, on ne sait pas trop quoi faire, on se promène à droite. Tu sais, on est très symptomatique dans notre approche. Puis, donc, c'est pas de la médecine très intelligente. Donc, ça rend les gens capables, puis incluant les patients aussi, à prendre des meilleures décisions, à prendre des meilleures options de traitement. Puis, éventuellement, ça rend les gens plus participatifs. Autant les praticiens de première ligne que les patients aussi. Puis c'est ça qui est intéressant. Mais Dr Couillard, ça veut dire que l'espèce de la diade pompe orange, Fleuvant, Ventolin, est-ce que ça... On est en train de changer ce paradigme-là. C'est révolu. C'est révolu. Donc, moi, je suis encore là-dessus. Ce que vous décrivez, c'est une pompe anti-inflammatoire. Oui, c'est ça. Et quand il y a des symptômes, comme le Dr Carpentier dit, c'est un bronchodilatateur pour ouvrir les bronches. C'est comme si on traitait le diabète avec de l'insuline le matin, puis si le patient urine trop dans la journée, il donnait quelque chose pour le faire moins uriner. Ça fait aucun sens. C'est ça. Donc là, maintenant, on dit qu'il faut traiter l'inflammation de pair avec la bronchodilatation. C'est-à-dire que les deux pompes se mettent en une, puis on dit même d'annuler le Ventolin. Puis l'Europe et le Royaume-Uni ont fait des pas en ce sens-là, puis je suis certain que le Canada, on peut les rejoindre. Il s'agit juste de convaincre nos institutions que c'est efficace au niveau monétaire, efficace au niveau diagnostic, puis comme Dr Carpentier l'a dit, c'est d'éviter que les gens aient besoin de se déplacer à l'hôpital pour un test spécialisé, inaccessible, long à recevoir, quand on pourrait faire les tests en première ligne. Tout à fait. Puis je ferai le parallèle avec le diabète, parce que pendant longtemps, on faisait des provocations et que les gens buvaient du sucre, puis là, on mesurait leur glucose, mais cette ère-là est révolue depuis maintenant 20 ans, je pense. Moi, j'ai hâte de finir ce segment-là pour aller appeler mon médecin pour changer. Voyez-vous, c'est ça. Sachant que j'ai peut-être plus besoin d'Alvesco, en fait. C'est pas du Fleuvant, c'est de l'Alvesco. Merci, Dr Couillard. Je vais vous laisser aller traiter des gens. Je suis désolé, puis merci encore de m'avoir reçu, puis passer une belle journée agile à discuter avec un horaire agile. Oui. Brigitte Guérin, bonjour. Bonjour, je suis chercheur au centre de recherche. Je développe des radioisotopes et des traçeurs pour l'imagerie médicale.
Bonjour, Éric Turcotte. Bonjour, je suis un médecin spécialiste en médecine nucléaire à l'Université de Sherbrooke et au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, professeur de médecine, donc des résidents à ma charge. Donc justement, j'arrive du département où est-ce que j'avais des images à interpréter et là, j'étais avec vous tout de suite. Là, j'ouvre une petite parenthèse. La médecine nucléaire, on l'entend ce terme régulièrement. On l'entend de plus en plus, même. Je suis pas certain qu'on comprend exactement en quoi ça consiste. Bon, premièrement, la médecine nucléaire, c'est l'une des spécialités de médecine qui est relativement jeune. Donc, ce qui explique pourquoi qu'on n'entend pas énormément parler. On parle peut-être d'une 110 spécialistes sur le territoire québécois, ce qui est un faible nombre quand même sur la province. Donc, en gros, c'est des spécialistes où est-ce qu'on produit des images, des images à l'échelle cellulaire. Donc, on interroge des cellules sur des failles, sur des caractéristiques spéciales qu'une cellule pourrait avoir. Ou pas. Et tout dépendant de la réponse que l'on a, ça va nous permettre justement d'utiliser des produits radioactifs que l'on injecte. Et ces produits-là vont se diriger justement vers les cellules pour détecter ou non l'anomalie qu'on recherche au niveau de la cellule. Et ensuite, on utilise des appareils, des scanners qui ressemblent à des scanners réguliers. Sauf que ces scanners-là sont capables de voir de façon tridimensionnelle la lumière à l'intérieur du corps. Et à ce moment-là, on est capable de voir quelles cellules, quel paquet de cellules ont l'anomalie versus celles qui n'ont pas l'anomalie. Donc, ça nous permet de faire des diagnostics, par exemple, au niveau cérébral pour la maladie d'Alzheimer. Pour le corps entier, c'est des maladies genre 95% du cancer. On peut retrouver le cancer de la tête jusqu'aux orteils. Ensuite, on fait des diagnostics de maladies cardiaques pour l'angine, les troubles ischémiques au niveau cardiaque. Ça touche et même de l'infection. On peut trouver des processus infectieux à quel endroit qu'une bactérie se localise à l'intérieur du corps. Donc, c'est vraiment une imagerie de très, très haut niveau qui nous permet vraiment de pousser la médecine de façon très personnalisée, où est-ce que là, on va vraiment donner une réponse en fonction de la personne, en fonction de sa maladie, et les médecins, par la suite, pourront prendre cette information-là et donner un traitement vraiment adapté à cette personne. Donc, la médecine nucléaire fait partie vraiment de l'arsenal de l'imagerie qu'on appelle de la médecine personnalisée. Brigitte Guérin, est-ce qu'on est dans le plus, là, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais dans la recherche en médecine la plus fondamentale? On fait de tout. On fait du très fondamental. On développe l'atome radioactif, donc on joue au niveau des atomes. On fait la combinaison au niveau des molécules pour en faire des traceurs. Donc, l'aspect recherche fondamentale est très important dans le domaine de la médecine nucléaire parce qu'on a besoin d'outils novateurs. Développer le radioisotope, développer la technologie associée aussi à la purification, à la synthèse des traceurs. Écoutez, c'est des modules automatisés, c'est des processus, il y a des découvertes, il y a des brevets associés à ça. Oui, c'est très, très fondamental, mais ce qui est fait intéressant ici, c'est qu'on a développé aussi tout l'aspect translationnel. Ça veut dire qu'au niveau du développement du traceur, en plus de développer la molécule elle-même, on est capable de la mettre à un niveau de pureté qui nous permet de l'administrer chez l'humain. Mais avant ça, on va faire des études chez les petits animaux. On va démontrer que le composé est efficace ou non. Et par la suite, on a toute une équipe qui nous aide à amener cette technologie-là chez l'humain. Et puis ça, c'est tout un aspect qui est très important puis qui fait que la recherche ici au CHU est novatrice et on a quand même 16 traceurs maintenant, Dr Turcotte, en études cliniques, là, qui est fait par nos équipes. C'est énorme. Il n'y a pas grand centre au monde qui a autant de traceurs qu'on a développés en recherche qui est applicable chez l'humain. Il y a certaines techniques qu'on a développées ici. On est encore les seuls à utiliser chez l'humain, notamment dans le domaine du diabète, par exemple, parce que je travaille beaucoup avec mes collègues dans nos propres études. Grâce à de la physique nucléaire, à de la chimie, à des mathématiques, à de l'électronique avancée. Donc, il y a toute une expertise qui va bien au-delà de la médecine classique, même de la médecine nucléaire classique, qui est mise à la disposition de l'environnement
pour développer les outils diagnostiques, puis bientôt thérapeutiques aussi. Là. En fait, il y a de la thérapie maintenant avec ces traceurs-là. On en a parlé, André, vous n'étiez pas là, Brigitte et Éric, tantôt, de le rapport entre la science et le politique. Les gouvernements changent, les sensibilités changent. Est-ce que, parce que là, on est en recherche fondamentale, est-ce qu'il y a un défi supplémentaire? Parce que entre, comme vous le dites, Brigitte, entre le moment où vous travaillez sur quelque chose et quand le patient va le recevoir, il peut s'écouler beaucoup de temps. Est-ce que c'est un défi, quand on va chercher les subventions, de faire comprendre? C'est un défi à maintenir sur le long terme, puis c'est un défi, effectivement, de faire perfuser la vision ou de faire comprendre la vision puis l'utilité de ces instruments-là. Mais il y a des exemples très concrets. Là. Il y a des diagnostics de cancer qu'on appelle neuro-endocriniens qui sont maintenant diagnostiqués ici grâce à ces outils qui ont été mis en place par Brigitte. Sinon, ils ne seraient pas diagnostiqués du tout? Ben, ils seraient moins bien diagnostiqués. Des patients étaient envoyés en Europe ou aux États-Unis à une certaine époque, il y a 4 ans. Là, où on utilisait c'est rapproché. Là. On utilisait des vieilles modalités diagnostiques qui étaient beaucoup moins performantes. Moi, je suis endocrinologue, donc je voyais de ces patients-là, puis on avait... C'était difficile de mettre le doigt sur le bobo. Parfois, les lésions de certaines de ces tumeurs-là qui peuvent être petites, on les voyait pas bien. Là, maintenant, avec ces outils-là, ça a beaucoup amélioré. Puis là, plus récemment, le cancer de la prostate, le diagnostic des métastases associées au cancer de la prostate, c'est beaucoup, beaucoup nettement amélioré. Puis là, Éric pourra vous en parler. Bon, c'est un cancer, qui est très fréquent. C'est juste qu'on entend beaucoup moins parler. Les hommes ne sont pas portés de parler du cancer de la prostate. Mais ça demeure quand même un cancer et ça demeure quand même une maladie qui enlève des années de vie en bout de ligne. On est rarement gagnant d'un cancer de la prostate. Bien sûr. Donc, l'idée... Mais souvent, on entend dire que on peut attendre parce que la personne va mourir de vieillesse avant que le cancer prenne trop de place. C'est une façon de se conforter. Probablement une réponse que l'on donne parce qu'on n'a pas un arsenal de traitements qui sont hautement efficaces envers cette maladie. Mais pour bien traiter une maladie, il faut dès le départ connaître son extension, savoir les dommages que la maladie elle a fait. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'imagerie. C'est ça qu'on se tue à faire d'année en année et d'améliorer. Donc, par exemple, pour le cancer de la prostate, les bilans qu'on faisait, c'était des biopsies au niveau de la prostate, mais on peut passer l'aiguille à côté du cancer et pas l'attraper. Ensuite, on faisait des imageries conventionnelles qui nous permettaient de voir, par exemple, des ganglions. Mais l'image fait juste dire il y a un ganglion, fait juste nous permettre de le mesurer. Mais qu'est-ce qui nous dit que le ganglion de 1 cm, lui, c'est de la maladie et l'autre, de la même grosseur, ce n'est pas de la maladie. Et là, notre type d'imagerie que l'on fait, c'est au-delà de l'anatomie, c'est au-delà de la grosseur. Comme je vous disais, c'est qu'on interroge la cellule. Donc, par exemple, pour le cancer de la prostate, il faut qu'on retrouve une faille. Une caractéristique de ce cancer, de cette cellule-là, qui va nous permettre de la différencier d'une autre. On va l'appeler le PSMA. Le récepteur du PSMA, par hasard. Il s'appelle comme ça, par hasard aussi. Par hasard. Donc l'idée, c'est de prendre cette information-là qui est connue et de la transmettre à une équipe de quelle façon on pourrait aller porter une lumière sur ce fameux récepteur-là du PSMA. Donc là, vous voyez toute l'implication des équipes de recherche, les biologistes, les radiochimistes, qui vont nous permettre d'identifier le bon transporteur, la molécule, comment qu'on va la dessiner et comment qu'on va incorporer notre lumière sur cette molécule-là. Par la suite, il faut avoir une autre équipe pour dire, ce composé-là, est-ce qu'il est toxique? Est-ce qu'il va être dangereux? Est-ce qu'il va être dangereux à utiliser? Donc là, c'est toute la recherche sur l'animal qui doit être faite. Et là, on parle d'années et d'années qui se produisent. Là, on arrive au moment où est-ce que, là, on a toute la sécurité, on pourrait l'utiliser chez un humain. Encore une autre équipe qui va intervenir, qui là, vont toutes prendre les informations, confirmer que ce n'est pas toxique, discuter avec Santé Canada pour avoir l'autorisation de l'utiliser, ce fameux produit-là. Là, on est rendu probablement à 4-5 ans plus tard sur le procédé. On injecte notre première personne et là, bingo, on voit maintenant... On voit quelque chose. On voit le petit ganglion de 1 cm, mais on est capable maintenant de faire la différence que les cellules qui le composent, c'est de la maladie du cancer de la prostate où il n'y a pas de maladie à l'intérieur. Et étant donné que c'est une imagerie que l'on fait de la tête jusqu'aux orteils, donc imaginez-vous
qu'on est capable de voir la maladie, peu importe où elle se cache, dans les os, les poumons, et ce qui en fait maintenant un test qui est complètement imbattable actuellement pour le cancer du prostate. C'est vraiment de la... Vous êtes convaincant. C'est de l'imagerie moléculaire. Donc, tu sais, on est capable. Puis la beauté de ça, c'est qu'on est capable. Si on a des gens comme Brigitte qui sont des chimistes, mais si on est capable de faire les designs de ces molécules-là, théoriquement, on peut aller mesurer un peu n'importe quoi. Par exemple, on mesure aussi le métabolisme du sucre, du glucose dans les cellules. On peut mesurer les acides gras aussi, donc les formes de gras qu'on fait couramment aussi. Puis on peut mesurer, on peut aller faire la mesure de protéines ou d'acides aminés également dans le métabolisme. Donc, c'est très versatile comme approche. Puis dépendamment de la question qu'on se pose, puis de ce qu'on recherche, on peut aller le trouver avec ces techniques-là. Merci, Brigitte Guérin, Éric Turcotte. Je vous laisse retourner à vos travaux qui sont fondamentaux. On l'a dit. Au plaisir. On l'a bien compris. Au revoir. À la prochaine. Bon, on va rester dans l'innovation. Maintenant, dans la prise en charge des maladies infectieuses avec le docteur Louis Valiquette. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis un microbiologiste médical infectiologue. Là. On est des consultants dans l'hôpital dont l'objectif est habituellement de voir les patients avec les infections les plus sévères, les plus compliquées, gérer des épidémies. Fait qu'on a été occupé dans la COVID. Un des gros enjeux actuellement, c'est la résistance des bactéries, résistance aux antibiotiques. Fait que on a une implication au niveau de la prescription des antibiotiques dans les hôpitaux pour justement essayer d'utiliser les agents pour le moins longtemps avec le spectre le plus étroit pour diminuer l'impact sur la résistance. Mais là, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on entend parler de ça, la résistance aux antibiotiques. On en est où? En fait, c'est un problème qui progresse partout à différentes vitesses à travers le monde. Là, c'est des pays comme l'Inde ont des problèmes majeurs, en Afrique aussi, à cause probablement d'une mauvaise utilisation, d'utilisation de beaucoup de copies de médicaments qui sont peut-être moins puissants, tout ça, qui font que les résistances émergent d'un système de santé qui est souvent beaucoup moins choyé que le nôtre. Oui, avec moins de ressources financières, oui, tout à fait. Ici, est-ce qu'on a le même enjeu? C'est sûr que c'est une bataille constante, mais c'est sûr que je pense qu'on est mieux. Les gens sont plus sensibilisés maintenant à la bonne utilisation des antibiotiques. Mais il reste toujours à faire. Puis, tu sais, c'est la balance entre pas manquer quelque chose, traiter un patient avec une infection sévère, puis être sûr de bien le traiter, versus être capable d'utiliser quelque chose qui est assez ciblé pour juste traiter la bonne chose chez un patient. C'est intéressant parce que Dr. Valiquette puis son équipe ont développé quand même des systèmes d'antibiogouvernance qui sont applicables à l'intérieur de l'hôpital. Puis ça va au-delà juste de la pratique individuelle des médecins. L'antibiogouvernance, c'est les programmes qui surveillent la bonne utilisation. Donc, qui vont produire des guides de pratique locale qui vont faire de la formation. Mais nous autres, ce qu'on a fait qui était très innovant il y a déjà plus qu'une dizaine d'années, c'est de développer un logiciel d'aide à la décision. C'est un logiciel qui intègre des données de l'hôpital, qui les met en relation avec des algorithmes, des règles, des bases de connaissances, puis qui va identifier des prescriptions qui sont à haut risque d'être, je dirais pas mauvaise, mais disons sous-optimale. Fait que là, ça, c'est pour un pharmacien qui fait cette revue-là grâce à notre outil, puis ça génère des alertes, puis les alertes sont gradées. Fait que des alertes rouges, ça, il faut y aller tout de suite, des jaunes moins pressés, etc. Puis avec ça, ils sont capables de prioriser leur travail. Puis avec un seul pharmacien, on est capable de surveiller les antibiotiques à l'Hôtel-Dieu là-bas, puis à Fleurimont aussi. Puis tu sais, ce que ça met en évidence, puis c'est évident, mais les gens l'oublient, c'est que le médecin est en contact avec les résultats du patient à un moment donné dans une journée. Quand il fait sa tournée, quand il se connecte sur le système informatique de l'hôpital. Mais le reste du temps, s'il y a des nouveaux résultats qui apparaissent ou bien des modifications de résultats puis qui ont un impact sur son antibiotique, bien, il va le savoir le lendemain ou peut-être le surlendemain. Tandis qu'avec une initiative comme ça qui est proactive qui est en temps réel, bien, on fait modifier les pratiques en cours beaucoup plus vite. Et est-ce que cette pratique-là pourrait être appliquée aux pharmaciens partout au Québec hors milieu hospitalier? En fait, nous autres, c'est un projet de recherche initialement qui a mené à la fondation d'une compagnie, d'une jeune pousse qui s'appelait Lumed en 2012. Puis Lumed a commercialisé puis distribué ce logiciel-là à travers le Québec
en Ontario puis en Colombie-Britannique. Puis même en France puis en Belgique, plus récemment, en fait. Je me rappelle dans mon ancienne vie au Fonds de développement de l'Université de Montréal, où on appelait des diplômés pour leur demander de donner des sous pour leur faculté. Il y avait à la faculté de pharmacie cette idée de rappeler que le pharmacien est le spécialiste des médicaments. Il y avait un décalage quand même assez important entre l'état des connaissances des médicaments que les pharmaciens avaient et sur le terrain avec les médecins. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Bien, il y a un meilleur partage des tâches. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé ici comme étudiant, chaque fois que mon patron se faisait appeler par un pharmacien, là, il faisait quasiment un soupir, voyant les yeux roulaient. Encore? Oui, qu'est-ce qu'il veut? Là? C'est moi le grand spécialiste. Ouais, c'est ça. Maintenant, on a délégué des pans complets où ils sont vraiment meilleurs que nous. Là, tout ce qu'on appelle la pharmacocinétique, c'est-à-dire adapter des antibiotiques en fonction de la concentration dans le sérum du patient. Ça, ils le font. Puis c'est complètement délégué. Non seulement ils ajustent les doses, mais ils demandent les tests de contrôle pour s'assurer que c'est optimal. Puis ils sont 1000 fois meilleurs que nous. C'est beaucoup plus du travail d'équipe maintenant, puis avec des rôles qui sont, puis des expertises qui sont très bien reconnues, de plus reconnues. Puis effectivement, je pense que, mais pour revenir à l'impact d'un projet de recherche comme celui de Dr. Valiquette, bien, on voit bien que la recherche peut améliorer clairement les soins de toutes sortes de manières. Puis ça, c'est un exemple où c'est un outil informatique, mais avec une idée aussi d'intégration vraiment des expertises. Là, on parle d'intégration des expertises des équipes traitantes sur le terrain, des pharmaciens au niveau hospitalier, puis des équipes de consultation en infectiologie aussi qui sont connectées beaucoup plus organiquement, avec beaucoup plus de fluidité puis d'agilité. Oui, on en parle. Sinon, vous travaillez sur quoi présentement? Actuellement, en fait, nous, la compagnie, en janvier, a été vendue à une multinationale française qui s'appelle Biomérieux, en fait, qui a gardé le centre de développement à Sherbrooke. C'était leur premier centre de développement technologique au Canada. Fait que on était bien fiers de ça. Puis on était fiers de ça parce que ça va nous permettre, on pense, à notre solution d'atteindre encore plus de marchés, qu'on était un petit peu limité. Ça a aussi sécurisé le travail d'une vingtaine de programmeurs ou de personnel hautement qualifié à Sherbrooke. Mais là, moi, ce que je travaille actuellement, c'est que grâce à ça, puis la proximité de Biomérieux, on les a fait venir à l'université, au centre de recherche, au CIUS, puis on leur a montré ce qu'on faisait, puis ils ont trouvé ça pas mal hot. Fait qu'ils ont décidé de partir avec nous autres dans ce qu'ils appellent le centre d'excellence en lutte contre la résistance. Puis ça, Biomérieux, des centres comme ça, on a 15 à travers le monde. On était les premiers au Canada ici. On est les premiers au Canada. Fait que ce centre d'excellence-là a plusieurs projets avec nos chercheurs. Beaucoup de recherches très appliquées, translationnelles. Par exemple, Simon Couillard que tu as rencontré tantôt, c'est ça, en a un projet là-dedans. Donc, on met la place pour ces projets-là parce qu'évidemment, on essaie d'aller à la vitesse de l'industrie. Puis ça, c'est peut-être plus vite que les vitesses dans lesquelles on évolue habituellement. Effectivement, on rappelle qu'on utilise encore le fax entre un pharmacien et un médecin. Juste le dire, faut pas l'oublier. Malheureusement, c'est pas dans vos projets de recherche de détruire le fax. Non, ça pourrait devenir un hobby, par exemple, quand même. Qui ferait du bien. Avec une masse de 10 livres, moi, je suis prêt à puis un mur, là, avec une magnifique murale, puis on smash les fax. Smash de fax. Très cool. Merci, Dr. Valiquette. Ça fait plaisir. Alors voilà ce qui conclut la première partie de ce 5e épisode. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce qu'on vient d'entendre. Merci à Stéphanie McMahon, merci à Annie Morin, Brigitte Guérin, Éric Turcotte, Simon Couillard, Louis Valiquette, Christian Yorio-Morin et bien sûr mon guide André Carpentier. Et là, je vous dis tout de suite, il y a un autre épisode qui s'en vient avec le centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Et là, on va parler d'un secteur qui anime énormément André Carpentier. C'est tout ce développement de la démocratisation de la recherche et des partenariats entre les patients et les patientes et les chercheurs et les chercheuses du CRCHUS. Vous allez voir, moi, je l'avais vaguement entendu parler là, de cette idée des patients qui participent à la recherche. Et là, on va développer... Et on va entendre des patients et des patientes, entre autres, et des chercheurs et des chercheuses. Vous allez voir, c'est un domaine qui a énormément d'avenir. Alors, voilà. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'épisode 5.